population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Cotonou, bienvenue à vous sur la Dominicale de Vérité Franc-Parler. Cette semaine est consacrée à la commémoration des 30 ans d'existence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, HAC. C'est un colloque international qui a rassemblé autorités, politiques et une brochette d'acteurs du monde médiatique béninois et africain pour cette célébration. Au cœur de la dynamique, les enjeux de la régulation médiatique des élections à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication du Bénin est très préoccupée par la prolifération des fausses informations, l'usage incontrôlé de l'intelligence artificielle dans la création et la diffusion de contenu, ainsi que l'impact des réseaux sociaux sur l'opinion publique en période électorale. Que peut-on retenir de ce colloque? Dans une large mesure, quel bilan pour l'institution? Les enjeux actuels et les perspectives ne seront pas du reste. À ce sujet, nous recevons sur ce plateau Monsieur Basile Chibozo. Il est journaliste bilingue, communicateur, consultant, enseignant et conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication 7e mandature. Il est également le 2e rapporteur de cette institution. Bonjour à vous, Monsieur Basile Chibozo. Bonjour Naoum. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions, comme toujours, via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 113. À nouveau, bonjour, Monsieur Basile Chibozo. Bonjour, monsieur. Alors, le journaliste par vocation ou par nécessité? Par vocation, absolument. C'est toujours une vocation d'avoir été là, d'avoir enclenché ce métier-là depuis près de 32 ans déjà. C'est ça, 32 ans déjà. Absolument. Donc, c'est une vocation fondamentale et essentielle. D'accord. Voilà, c'est un plaisir de le savoir. Et là, vous avez donc totalisé 32 ans dans la profession. Oui, bien sûr. Vous êtes même plus vieux que la HAC même, dont on parle aujourd'hui. On peut le dire. Alors, c'est un plaisir. Si vous faites le point aujourd'hui, vous direz quoi? Un regret ou une pleine satisfaction d'avoir fait ce métier? Oh non, mais c'est une pleine satisfaction. C'est aucun regret. Vous avez la passion. Quand on a la passion, que la passion se manifeste et s'affirme, eh bien, je crois qu'on peut être content d'avoir exercé un métier de passion, un métier de contact, un métier de prestige. D'accord. Absolument, parce qu'après tout, le journaliste n'est pas monsieur tout le monde. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est l'homme qui fondamentalement a décidé d'être au service de la nation à travers la plume, le micro et le papier. Et bien conséquent, il doit être un homme de réseau et un homme qui doit avoir une certaine culture. D'accord. Voilà. L'amour est venu quand à l'université, c'est ça? Exactement, sur le banc de l'université, mais un peu avant ça, c'est sur le banc déjà de l'école que c'est arrivé, ou déjà au niveau d'école de conférences. Nous animions déjà au niveau de collège déjà un certain nombre de conférences, de débats, voilà exactement. Donc à l'université, ça a poursuivi et puis ça a pris à partir de 1993 déjà, à l'œil du peuple, puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas choisi donc vous consacrer à l'anglais? Parce que c'est ce que vous avez étudié. Absolument. Oui, bien sûr. C'est pourquoi justement, comme tu l'as déjà présenté, je suis bilingue. Oui. Donc j'ai associé le bilinguisme au journalisme, à telle enseigne que j'ai eu à faire des formations dans ce sens-là, pour coupler les deux. Donc pendant longtemps, j'ai enseigné ça. Et pendant longtemps, le journal qui est le mien, qui est le challenge, était bilingue au départ, avant d'être unilingue.
Et je crois que ça répond un peu à la vocation aussi d'être un angliciste. D'accord. Oui. Alors, vous avez décidé à un moment donné de mener la bataille pour aller vous asseoir, bien entendu, au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Premier coup, ça n'a pas marché. Deuxième coup, ça a marché. Pour quelle raison vous avez décidé de faire cette bataille? Non, vous savez, quand vous brassez déjà 30 ans de métier, quand vous avez été stagiaire, journaliste, rédacteur en chef, directeur de publication, que vous avez fait 20 ans de patronat, que vous avez eu à faire les associations professionnelles, que vous avez siégé au niveau du CNPA, le patronat de la presse, il ne reste qu'à aller siéger au niveau de l'instance supérieure pour pouvoir faire aboutir, profiter de l'expérience que vous avez acquise, tous les accès des médias, et profiter à l'institution de croire en vous et de comprendre que, bon, désormais, on peut être là pour, disons, boucler la boucle, parce que la courbe est ascendante, là. C'est ça. Donc, grâce à Dieu, on a atteint l'ascension nécessaire. D'accord. Et c'est ça, justement. D'accord. Alors, c'est une vision personnelle qui vous a amené là, ou bien c'est une vision pour la profession? C'est d'abord une vision pour la profession. Parce que j'estime que la HAC gère 95% de la vie professionnelle des acteurs des médias. D'accord. Les journaux, l'existence, c'est la HAC. L'existence des radios, c'est la HAC. L'existence des télévisions, c'est la HAC. L'existence des web, des journaux en ligne, aujourd'hui, c'est la HAC. C'est la HAC qui assure le fonds d'aide à développement des médias. C'est la HAC qui assure l'aide de l'État à la presse. C'est la HAC qui manage disons, ce qu'on appelle le bureau de la publicité. Donc, si vous faites le point, vous allez remarquer que 95-17% de notre professionnel dépend de la HAC. D'accord. Pour ça, il faut y aller. Pour pouvoir impacter, influencer cette HAC-là. Pour que cette HAC-là puisse nous regarder tel que nous sommes dans la profession. Donc, c'est, disons, l'élément fondamental réel qui m'a motivé à y aller. D'accord. Aujourd'hui, au niveau de la HAC, est-ce que vous pouvez me décrire votre journée? Une journée, par exemple, à la HAC, quand vous allez à la HAC le matin, c'est pour faire quoi? Une journée à la HAC, pour la plupart, c'est les dossiers. D'accord. C'est les dossiers qui viennent de toutes parts, que nous étudions, que nous apprécions. C'est les réunions aussi. C'est la concertation avec les collaborateurs, les cadres, les chefs de service. C'est aussi les sessions qui ont lieu qui se déroulent trois fois par semaine. On est en session, et la session dure 4 mois. Okay. Donc on me définit, il y a là une session là. Okay. Et je vous avoue que il y a de la matière là, il y a beaucoup de boulot à la HAC. Et il faut travailler à la HAC pour que ça puisse faire évoluer, parce que beaucoup de dossiers concernant les médias, la vie des professionnels, ils sont. Okay. Et par conséquent, il faut agir absolument dessus pour pouvoir faire évoluer ces dossiers-là. C'est ça qui fait que, bon, nous avons décidé de travailler pour la corporation, de nous battre pour la corporation, pour que tous ces dossiers-là qui traînent, qu'on est venu découvrir, et d'autres qui sont venus, soient vite libérés, pour que, pour la bonne corporation, pour la bonne suivi de notre corporation, des acteurs des médias, des radios, des télévisions, des médias en ligne. Alors, est-ce une fierté d'être à la HAC au moment où l'institution célèbre ses 30 ans? Absolue, une fierté absolue. Parce que vous savez, si vous avez la chance d'être dans une institution qui fête ses 30 ans, je crois que c'est une bonne chose. Et ça prouve à suffisance comme des fois nous sommes importants de la République. Parce qu'après tout, c'est l'institution, disons, où les acteurs des médias peuvent siéger. C'est la seule où ils peuvent siéger. Et c'est la seule aussi qui relève de ce qu'ils existent dans la République. C'est la seule qui montre que, aussi bien les avocats qui peuvent siéger au niveau de diverses instances, les acteurs des médias aussi ont leur institution et la HAC. On doit souhaiter qu'on soit plus nombreux, mais pour le moment, on est 3 élus. Et c'est pas si mal que ça. D'accord. On reviendra bien entendu sur la célébration, tout ce qui a été organisé dans ce cadre-là par l'institution. Mais les gens nous écoutent, ils entendent la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Oui. Mais c'est quoi concrètement? Non, c'est l'instance de régulation des médias au Bénin. Et son rôle, c'est d'assurer la liberté de la presse, la protection des journalistes, la protection de la liberté de la presse et l'accès équitable aux médias de service public des partis politiques et des associations. C'est le rôle fondamental de la HAC, ça, défini par la loi organique. Et puis, par la suite, la HAC autorise
l'ensemble des médias autorise les radios, les télévisions, les journaux, les médias en ligne, à travers la disposition du code d'information de la communication, qui donne ces pouvoirs-là. Donc la HAC, maintenant, régule le contenu, autorise le contenant et régule le contenu. Le contenu, il est déontologique. C'est le respect d'un norme déontologique qui caractérise notre métier. Le respect de ce que, quand la plume, le papier et le micro, ce que nous devons dire, qui relève du métier. Là, régule à travers un système qu'on appelle le monitoring, avec une série d'analystes qui sont déployés sur, aussi bien sur le territoire qu'au bureau national, qui suivent à la lettre toutes les radios qui émettent, toutes les télévisions et tous les journaux qui font le dépôt légal, qui sont regardés. Dites tout, hein. Ah oui, absolument. qui sont regardés du point de vue de la déontologie. Okay. Et là, nous alertons rapidement sur les dérives, sur la déviance à la corporation, sur l'atteinte au code de déontologie, au code de l'éthique. La HAC est basée en cette matière de monitoring sur 3 lois. Okay. La loi portant code de la communication de 2015, le code de déontologie, notre code de 26 articles, et la loi sur la radio numérique. Ce sont ces 3 lois-là qui permettent à la HAC de monitorer, donc de réguler le contenu des productions au niveau des médias. Là, il faut de l'effectif pour pouvoir faire ça. Oui, bien sûr, absolument. Je crois que et ça, c'est pas chose facile, mais nous avons quand même recruté des journalistes qui s'en occupent. Il y en a qui sont déployés. Ce sont des journalistes, c'est ça? Ce sont des journalistes. Bon, pour la plupart des journalistes, pour la plupart, parce que vous savez, c'est pas appel à candidature. C'est ça. Et dans les critères, c'est qu'il faut connaître la matière avant de déposer le dossier. Et ils ont été recrutés pour un temps donné, parce que c'est, je crois, 1 an ou 2 ans renouvelable. C'est ça. Et donner de la chance à d'autres. C'est ça. Et après évaluation, on apprécie. Soit ils sont reconduits, soit ils sont changés, selon que, eh bien, ils ont pu travailler comme cela se doit. D'accord. Voilà. Alors, avant de poursuivre cette émission, je voudrais dire, hier vous étiez à l'externe de la HAC. Aujourd'hui, vous êtes à l'interne de l'institution. Oui. Que retenez-vous concrètement des 30 ans de vie de cette institution? Des 30 ans de vie, on peut remarquer que la HAC a connu des hauts et des bas. Okay. La HAC a connu des stades dormitifs. La HAC a connu des bons qualitatifs. Et nous sommes à la 7e mandature où nous avons décidé à ce que la HAC soit beaucoup plus dynamique, plus holistique par rapport à la corporation. Alors, la HAC, vous avez vu, c'est beaucoup de présidents qui sont passés. Le président Mata, paix à son âme, le président Adalin, je crois qu'il vit encore, le président Bonitassi, le président Moriti, la 6e mandature, et le tout premier est René Dossa, paix à son âme, et tout le reste. La HAC, en cette matière, dans la traçabilité de son existence, a pu aujourd'hui essayer, et du point de vue de la loi, essayer d'être une instance qui est importante. Moi, je pense que pour les 30 ans, vous avez observé que la HAC a autorisé beaucoup de journaux, beaucoup de radios. La HAC a régulé beaucoup aussi. La HAC a aujourd'hui ouvert le champ des réseaux, du numérique, des réseaux sociaux, et s'attaque maintenant à l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'à la 7e mandature, le défi majeur, c'est l'intelligence artificielle. À la 6e, c'était le numérique. Okay. Et à la 5e, ce n'était pas forcément ça. Donc, au fil de l'évolution chronologique de la HAC, les défis nouveaux qui viennent, la HAC s'y adapte. Parce que la loi organique de la HAC dit que la HAC régule tout support de communication de masse. Les réseaux sociaux étant des supports de communication de masse, donc la HAC a la possibilité de décupler sa puissance pour exister. Je rappelle que la HAC a beaucoup de puissance conférée par le code de la communication, mais une puissance positive qui permet aux médias d'exister et non de dériver. Voilà, c'est ça. Puissance positive. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'interne, vous n'êtes plus à l'externe, c'est pourquoi vous le dites? Non, pas du tout. Pas du tout. La HAC, on a toujours dit que la HAC hache. Oui, tout à fait. Mais la hache de la HAC n'amène pas à la prison. Mais la hache du procureur amène à la prison. Voilà. Donc, je préfère une HAC, la hache de la HAC, qui a su après tout la liberté, qui discipline, qui pédagogise, que la hache du procureur et du juge qui amène les médias à
la prison. C'est ça le constat que j'ai fait. Quand on dit que la hache, elle ne hache pas pour priver la liberté. Elle ne hache pas pour priver l'expression. Elle hache pour réguler, pour orienter, pour faire de la pédagogie au niveau des médias. C'est ça ce qui se passe à l'interne. Donc, il faut rectifier ce thème-là, cette thématique-là. La hache, d'accord, mais c'est une hache positive. D'accord. Voilà. Donc, quand vous faites aujourd'hui l'analyse, quand vous étiez à l'externe et quand vous faites aujourd'hui l'analyse à l'interne, oui. vous avez changé de regard vous-même ou bien votre perception de départ, c'est ce que vous venez de décrire? La perception, oui. Vous savez, moi, j'ai été déjà très très proche de la HAC quand j'étais au niveau du CNP, du patronat de la presse. Tout à fait. Où pendant longtemps, nous avons côtoyé la HAC au niveau de son fonctionnement. On a été associé à toute la décision qui s'appelle la HAC. D'accord. Donc, c'est pas nouveau en soi. Donc, et puis les acteurs de la HAC, indifféremment, ce sont nos amis. Tout à fait. Et étant acteurs des médias, nous avons toujours collaboré avec la HAC à travers nos organes de presse, à travers nos prestations, à travers nos formations, etc. Où parfois on est sollicité la HAC pour agir. Donc, on connaît déjà la HAC dans son fonctionnement à l'extérieur. À l'intérieur, ça n'a pas changé. Mais le but, c'est de devoir influencer pour que ça soit beaucoup plus profitable aux acteurs des médias. D'accord. C'est ça qui est le plus important. Et il faut y être. Et c'est ça qu'on est en train de faire tous les jours. Ça fait déjà 1 an qu'on est là. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est la force de cette institution, selon vous? Je crois que... On parlera aussi des faiblesses. Bien sûr, absolument. D'accord. Oui, vous savez, la force de la HAC est déterminée et assurée par le dispositif législatif et légal. Okay. C'est le Code des forces de la communication qui donne beaucoup de force, beaucoup de puissance. C'est le code de déontologie de notre code qui aussi lui permet d'exister, de réguler. Et c'est la loi sur les radios numériques qui gère les radios. Et ces radios-là ont une convention qui signe avec la HAC et tout est dedans. D'accord. Et c'est au nom de la radio, de la loi sur la radio numérique que les conventions et autres là sont signées. C'est, par rapport au code, c'est les journaux. Désormais, qui est journaliste? Désormais, qui est directeur de publication? Le code l'a défini. Désormais, qui a la possibilité des rédacteurs en chef? C'est défini par le code de la communication, ce qui n'est pas le cas avant. Aujourd'hui, le numérique est là. Comment est-ce que la HAC peut réguler le numérique? Oui, parce que la HAC régule tout support de masse, y compris même les affiches. Les publications dans les salles de cinéma et les vidéoclubs. C'est-à-dire que la HAC est capable d'interdire une affiche qui incite à la haine, qui incite à la violence, qui incite à un clivage ethnique, etc. Voilà. Donc voilà un peu. Dans les salles de cinéma, si des projections qui sont antinomiques à l'éthique, à la dignité humaine, à l'honneur, à la corporation, à l'honneur de la nation et qui portent atteinte, disons, au bien-être. Je crois que la HAC peut interdire ça. Aux mœurs aussi. Aux mœurs aussi, absolument. Si les mœurs sont légères, elles sont projetées dans cette salle de cinéma, la HAC agit sur ça et peut arrêter ça. Donc, comprenez que la HAC, à travers l'article 177, qui gère le bureau de vérification de la publicité, est, disons, l'instrument en amont et en aval de la publicité dans les radios. On n'a pas encore déclenché ça, mais ça va arriver. Parce que pour réguler un peu la publicité et donner un peu de justice au niveau de ces annonces que les annonceurs amènent au niveau des médias. Parce que les médias là, doivent vivre quand même. Absolument, c'est ça. Donc, je crois. C'est pourquoi le Code d'information a prévu en cette disposition de l'article 177 que désormais la HAC installe un bureau de vérifier la publicité. Je crois que nous avons déjà l'instrument qui est là, à travers une décision qui est déjà prise. Et bientôt, nous allons associer les afficheurs, les publicistes et les fêtiers pour asseoir un peu les organes qui sont dans ce dispositif-là et commencer par réguler. Voilà. Alors, quelles sont les faiblesses alors pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer davantage donc l'institution? Sur quoi on doit agir? Je crois qu'il faut un siège, parce que la HAC, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, n'a pas encore un siège digne. D'accord. Le siège qui est là, c'était l'ancien siège du ministère de la propagande. C'était sous le ministre Azéhan, vous imaginez? Sous la gouvernance de Kérékou, c'est ça. Voilà. Et c'était sur le PFPB, la Révolution. Et les acteurs des médias, enfin,
Disons ça, c'est le président qui siège là, et une location au niveau des conseillers. Du coup, il n'y a pas une synergie physique entre le président et qui est d'un autre côté et la conseillère d'un autre côté. Donc il faut un siège. Premier élément, il faut plus de moyens. Pour réguler le numérique aujourd'hui, pour réguler l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut plus de moyens. Moyens pourquoi? Moyens pour avoir la possibilité d'aller au niveau des recherches, développement en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et comment réguler l'intelligence artificielle. Une voix qu'on prête à quelqu'un pour diaboliser un fait, comment réguler ça? Les chats GTP, les deepfakes qui circulent aujourd'hui, comment réguler cela? C'est ça aujourd'hui. Là, il faut plus de moyens. Donc, la possibilité de recruter ou bien des développeurs pour essayer, pour que lorsque Radio Cotonou est truqué par un IA, on puisse identifier que c'est truqué. Ok. Est-ce que tu vois? Donc voilà un peu. Donc autant de choses qui sont les défis qu'il faut renforcer. Les défis nouveaux sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et c'est ça qui a fait l'objet du colloque d'ailleurs. D'accord. Alors, pour ces 30 ans, on a entendu parler de colloque, mais c'est sûr qu'il doit y avoir d'autres biscuits que vous devez partager avec nous. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement? Ou bien qu'est-ce qui a été exécuté pour la célébration des 30 ans de la HAC? Ce qui a été exécuté, c'est-à-dire ce qui a été les résolutions, c'est ça, fondamentalement. Non, je crois que les régulateurs qui s'est réunis à Cotonou pendant 2 jours ont décidé à ce que, il y ait plus de regard en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui est une nouveauté, mais qui est aussi une menace. D'accord. Parce que l'usage qu'on a fait aujourd'hui déjà montre que ceux qui l'ont conçu, mais ceux qui l'ont utilisé, sont en train de faire de la déviance en ce qui concerne l'utilisation. Du coup, il faut légiférer. Donc, les recommandations, c'est la possibilité de décider de légiférer en ce qui concerne l'intelligence artificielle. L'autre chose, comme défi, c'est la possibilité de poursuivre la formation, parce que c'est fondamental. Au niveau des acteurs des médias, il faut plus de formation diplômante même, avec les écoles, comme avant. Il faut des formations in situ, pour venir comme on le faisait avant. Il faut des formations de recyclage pour renforcer la capacité. Il faut beaucoup plus de liens, de coopération entre les régulateurs de l'Afrique pour qu'un deepfake identifié dans un pays soit dénoncé par ce pays par rapport à un autre pays. Donc, collaboration entre les régulateurs. Donc, autant de choses qui ont été arrêtées à Cotonou. Et je crois que c'est sur ça là que les régulateurs marchent désormais. Parce que dans les cahiers de charges, désormais, il faut s'occuper de l'intelligence artificielle. Voilà. Pourquoi vous avez jugé nécessaire donc d'associer l'institution africaine ou bien d'autres pays, parce qu'il y a eu plusieurs représentants qui étaient là. Pourquoi vous avez choisi cette stratégie-là? Très bonne question. Les gens peuvent se demander pourquoi tout ce monde-là. Parce que en fait, 30 ans, normalement, on devait se voir entre nous ici et parler. C'est ça. Oui, tu as vu juste, mais seulement que la HAC fait partie du RIAC. Oui, tout à fait. Qui est le réseau des instances africaines de communication. Donc la HAC a estimé que fêtant les 7-30 ans, il est bon d'inviter ses amis de l'extérieur. C'est ça qui a expliqué la présence à Cotonou ici, des régulateurs de l'Afrique. On a la Guinée, plein de pays, au moins une dizaine, quinzaine de délégations qui étaient ici, à travers le président de la délégation, pour réfléchir sur la chose. Et c'est là qui a pris cette thématique-là, qui est aussi aujourd'hui une thématique transversale et holistique à tous les pays. Parce que tous les pays sont menacés par ça. Voilà. D'accord, donc c'est pour cette raison que vous avez associé les autres. Mais 30 ans de vie d'une institution, il faut quand même que les professionnels se parlent entre eux. Bien sûr. Est-ce que vous avez prévu ça? Mais ça va venir. Mais ça va venir parce que il est prévu quand même la possibilité d'ouvrir un champ de débat. Ce sera certainement réfléchi au nom du bureau pour qu'on puisse avoir la possibilité d'interroger les acteurs locaux par rapport aux 30 ans de la HAC. D'accord. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que aujourd'hui la HAC a bonne presse auprès des professionnels des médias, avec la 7e mandature, bien entendu? Je sais pas, c'est vous qui allez me dire ça. Parce que j'estime que nous faisons ce que nous pouvons pour les acteurs des médias. Parce qu'on est là que pour eux. Et nous qui sommes élus, par surcroît, nous sommes regardants en ce qui concerne
nos confrères, pour que le bien ne soit pas de mise. Donc je crois que nous faisons autant que faire se peut des efforts majeurs pour que on n'ait pas l'impression qu'on est là pour je dirais fatiguer les gens. Non, on est là pour aider la corporation, pour aider les professionnels, pour aider à ce que ça soit beau à la lumière des dispositions légales qui sont les nôtres. D'accord. Le fait d'avoir un président journaliste, est-ce que ça facilite un peu les choses? Ça vous facilite la tâche dans le traitement des dossiers? C'est ce qu'on a toujours demandé dans la corporation depuis. Et ça, je peux vous assurer que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, avec le président Edouard Loko, je crois que ça coule comme l'eau de cristal, parce que lorsqu'on touche un dossier, il sait déjà de quoi on veut parler. Et il donne des orientations, il donne des conseils, il oriente. Et ça, c'est plus facile qu'un non-journaliste à la tête de l'institution. Aujourd'hui, la beauté, enfin, je dirais, ce qu'on observe en termes de rapidité dans les actions, c'est dû seulement au fait que, par la force des choses, c'est pas une coïncidence positive. Grâce à Dieu, c'est que des acteurs de métiers se sont retrouvés en majorité dans l'institution. Vous avez François Oudot, vous avez secrétaire général, vous avez Michel Tchanou, vous avez moi-même, Bazit Chibozo, le président Edouard Loko, qui est aussi un vieux de la vieille, qui a décidé que l'église vienne au village. D'accord. Voilà. Et je remarque personnellement que vous ne chômez pas, hein, parce que on reçoit des communiqués, des décisions et tout ça ici sur Radio Cotonou que nous lisons. Oui. Vous ne chômez pas du tout. Non, on ne chôme pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi? Parce qu'on travaille. Pour faire quoi? On travaille parce que il y a les dossiers qui concernent les acteurs des médias, qui concernent les radios, les télévisions et autres, sur lesquels on travaille. On ne traîne pas sur ces dossiers-là. Un dossier qui concerne Radio Cotonou, quand ça vient, on ne traite pas dessus. Un dossier qui concerne les 109 radios qu'on a autorisées, on ne traite pas dessus. Quand c'est 109 radios, c'est 109 rapports. Quelque part, il faut relancer un peu les gens, les conventions qui sont venues à terme. Nous sommes venus voir des conventions qui sont venues à terme depuis 4 ans, 5 ans. Des contrats qui sont venus à terme depuis 4 à 5 ans, qui n'ont pas été renouvelés. Nous sommes venus voir un peu une sorte de dégâts au niveau du respect des normes déontologiques et de l'homme de la convention. Tout ça, nous avons décidé de mettre ça en règle parce que ça profite aussi bien aux organes de presse en général, mais on a remarqué par exemple que le CNSS par exemple n'est pas payé par certains. Or, le CNSS, dès que le CNSS, ça concerne directement l'argent, directement les journalistes qui travaillent. Nous, on a été très durs par rapport à ça. On dit, vous devez absolument vous acquitter de ces obligations-là. C'est ça. Ces choses-là, nous l'avons bien fait au niveau de beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui travaillent, mais qui n'espèrent pas donc d'avoir une condition à la retraite. Voilà. Oui. Alors que dans la convention, il est établi qu'il faut que le CNSS, la cotisation sociale soit de mise. Alors, face à ça, on peut se taire. Or, quand vous voyez le nombre de radios, vous comprenez, le nombre de journaux, vous comprenez, le nombre de télévisions, c'est pas beaucoup, mais vous comprenez qu'il y a du boulot. C'est ça. D'accord. C'est pourquoi on ne chôme pas. Voilà. Oui. Alors, donc, vous le savez bien, l'institution fonctionne. Depuis, vous faites votre part, effectivement, au niveau de cette institution. Il y a quand même des dossiers, il y a des citoyens qui sont fâchés parce qu'on a fait tel organe, on a fait ceci, fait cela. Quel regard vous-même vous avez sur cette ambiance-là? Non, en vérité, c'est l'impression. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. D'accord. Il y a une différence entre l'impression et la réalité. Entre l'évident et l'apparent. Entre la supputation et la vérité essentielle. Un organe qui est... Nous, on n'en a pas fermé, on a suspendu. Oui, tout à fait. Et ceux qui étaient suspendus ont été réhabilités. Quand on prenait Benewab TV, il a été réhabilité. Patriote, journal Patriote, dont notre ami, il a été réhabilité. Il reste que certains qui n'étaient pas... Vous parlez de Marcel Zoumanou? Zoumanou, absolument, il a été réhabilité. Alors, quand vous prenez Reporter Monde, Madame Actu, le problème au départ, c'était que, ce sont deux professionnels qui, bizarrement, n'avaient pas de carte de presse.
Donc le défaut professionnel a été remarqué. L'autre chose, c'est que les organes qu'ils utilisent n'ont pas de licence légale du point de vue de la HAC. Donc il fallait les demander de se mettre en règle. Donc c'est pourquoi la HAC a lancé après la candidature, et ils ont déposé leur dossier, ils sont présélectionnés pour la plupart. Et puis bientôt, après en cas de moralité, on ira valider leur dossier. Donc la HAC n'a aucune impression de fermer qui que ce soit. Non. C'est plutôt de faire de la pédagogie pour que les gens puissent respecter les normes, c'est tout. Voilà. D'accord. Oui. Maintenant, les organes qui sont peut-être fermés avant votre arrivée, parce que on reçoit des appels ici sur nos émissions pour dire tel organe fermé, c'est maintenant les professionnels qui sont aux commandes. Oui, et qu'est-ce que ces professionnels-là vont faire pour que les autres puissent quand même reprendre leur activité? Vous voulez parler de quel organe? Non, je veux pas citer. Je veux pas citer d'organes, mais je vous laisse la main quand même, vous savez très bien de quoi je parle. Est-ce que vous arrivez quand même à réfléchir sur ça? Ou bien, ce qui est fait avant vous, on laisse ça au frigo, vous faites votre job et vous en allez? Non, mais c'est un procès pour associalerie. Si on ne dit pas, les organes qui sont fermés. Là, sinon, on fait un procès qui n'est pas le nôtre. Oui, ça c'est un procès associalerie. Ah bon? Oui, absolument. Parce que nous, tout ce qu'on doit fermer, non suspendu les réhabilités. C'est ça. Alors, c'est vrai que l'administration est une continuité. Tout à fait. La HAC, vraiment, avait eu déjà à suspendre ce nombre d'organes. Non, je crois que c'est des dossiers qui sont arrivés que nous avons vus, sur lesquels nous travaillons. Ça, c'est vrai. Je voulais parler de Golf FM, Golf TV, et puis Carré du Golf, le groupe de presse. Je crois que c'est un truc qui nous préoccupe. Et je vous assure qu'on a en train de travailler dessus. Okay. Mais le chose qu'on a observé, c'est qu'on n'a pas eu une sorte de répondant au niveau de Golf même. Okay. C'est-à-dire que la démarche qui doit être faite au plan de la direction générale de cette maison-là, je vous assure qu'un an après que nous soyons là, on n'a eu aucune démarche de ce genre-là. On n'a eu aucune démarche de ce genre-là. C'est pas nous qui avons fermé. Mais la démarche de demander à ce que les choses aillent par rapport à nous, personne, ça vous pouvez aller vérifier, personne n'a véritablement contacté la 7e mandature pour dire écoutez, il y avait telle situation, tout cas, bref. Ce qu'on a eu plus tôt. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le promoteur, il a accepté, il a oublié, ou bien c'est quoi? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais ce que nous constatons. C'est ça. On n'a pas eu du c'est tout. que vous n'avez pas eu de démarche. On n'a pas eu de démarche du tout dans le sens de non, pas du tout. On a peut-être eu la possibilité, on a eu un courrier pour dire qu'il demande à ce qu'on puisse. Même pas une demande d'audience pour venir échanger avec vous? Même pas. Pas eu cette toutes les audiences du président sont des audiences publiques. Et ça, franchement, c'est Golf qui est sous le fait de la rampe, ce sera vraiment médiatisé, mais on n'a pas eu ça. On estime, on espère que les dirigeants sont en train de se préparer pour venir. De toute façon, je crois que nul n'a intérêt à ce que Golf soit fermé. Ni aucune chaîne, aucune radio, aucune télé, aucun journal soit fermé. Non, pas du tout. C'est pas le rôle de la HAC. La HAC est un protecteur de la liberté de la presse. Okay. Mais la protection n'est pas la protection des libertins. C'est la protection des gens qui ont le sens de la liberté. Protéger la liberté n'est pas protéger la libertinage. Donc le distinguo doit être établi entre ces deux thématiques-là, ces deux mots-là. C'est ça. Nous protégeons, le HAC protège la liberté de la presse en mettant l'accent sur la responsabilité sociale du journaliste qui, une fois fauté, peut être protégé. Qui a la carte de presse, qui est son métier, qui tombe sous le coup de la loi, on peut le protéger en le ramenant. Mais ceux qui n'ont pas le carte de presse, et qui se dit journaliste, qui va sur le net, le cyberespace, et fait des productions, il est considéré comme monsieur tout le monde. Il est géré par le code du numérique et le code d'information de la communication, qui prescrit les peines pleines de liberté. Lorsque vous êtes journaliste et que vous exercez dans votre corporation et on vous interpelle là, vous êtes absous et exempt. Le mélange du genre aujourd'hui, je rappelle, je voudrais profiter pour lancer un appel au des médias, de bien vouloir aller sur le net à travers leurs organes, leur site. C'est mieux. Et non d'être comme monsieur tout le monde. Alors, si vous diffamez comme monsieur tout le monde, on vous prend, on vous juge à travers le code numérique, ça c'est le procureur. Mais quand il s'agit
Donc, un journaliste, par exemple, qui appartient à un organe, oui. mais qui publie, par exemple, sur la toile à travers son nom ou le compte que lui-même il a créé, mais ce n'est pas un compte d'organe de presse, c'est qu'il court un risque. Il court un risque lorsqu'il diffame. C'est ça. Lorsqu'il diffame, lorsqu'il va sur le cyberespace et fait des publications, diffame, attaque quelqu'un sur des tiers, ce n'est pas un journaliste. Okay. Il y va avec son blog, avec son site, ou le lien de son organe. Alors, du coup, par exemple, sur le net, fait des trucs là, voilà. Là, c'est la hack qui s'en occupe. D'accord. Mais de l'autre côté, c'est le code de l'information, le code numérique, et ça, c'est le procureur. Et ça, c'est la prison. Donc, moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux que la hack s'occupe de vous que le procureur s'occupe de vous. C'est ça. Parce que la hack, quand il est auto-saisi sur un dossier de diffamation ou d'atteinte à l'honneur, à la crédibilité d'un tiers, quand la hack s'auto-saisit ou il est saisi, eh bien, la hack fait toujours la médiation pour que ça se passe bien. Okay. Donc, du coup, celui qui est diffamé, celui qui tombe sous le coup de la loi et qui vient au niveau de la hack a une main protectrice. Parce que la hack, au finish, finit toujours par faire un amiable entre les deux parties. Mais si c'est le code numérique, c'est le procureur. Okay. Et voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, quand vous observez bien le fonctionnement de la presse, vous avez quand même fait 32 ans déjà dans ce métier. Alors honnêtement parlant, quels conseils vous pouvez donner? D'abord, les professionnels eux-mêmes d'abord. On parlera de d'autres pans que je vais évoquer. Les professionnels d'abord. Non, moi, par rapport au professionnel, je crois que c'est simple. C'est le respect des normes déontologiques qui caractérise notre métier. D'accord. Toute information doit être vérifiée, doit être recoupée, doit être même publiée, mais après pertinence même si les faits sont avérés, que vous avez toutes les preuves, parfois ça peut être attentatoire. On peut même se retenir même de publier quand tout est beau. Okay. C'est pas le cas aujourd'hui. Tout informateur est manipulateur. Tout informateur est manipulateur. Oui. Donc, il faut toujours vérifier l'information, mais recouper l'information, recouper les preuves, les documents. Parce que les documents peuvent être falsifiés, etc., etc. Donc, c'est ça. Et puis la dignité. La dignité dans le métier. L'honnêteté, la franchise, l'éthique. Ça, c'est des choses que nous devons cultiver encore. Ça nous manque de plus en plus. Mais fondamentalement, si on doit être vu autrement dans la société, comme des gens exerçant un métier de prestige et de noblesse, je crois qu'il faut qu'on se mette dans cette disposition-là. D'accord. Voilà. Et pour les organes? Pour les organes de presse, je crois qu'il s'agira d'être sincère envers eux-mêmes. Parce que quand vous êtes un quotidien, vous êtes un quotidien. Vous paraissez 3 fois par semaine au moins pour être un quotidien. C'est une disposition de l'UNESCO, acceptée par la HAC. Vous faites un dépôt légal. C'est ça, un dépôt légal. Qui prouve que vraiment vous vous êtes paru que vous existez. Parce que l'absence de dépôt légal peut amener à un déclassement. Aujourd'hui, les contrats médias se signent sur la décision de la HAC donnant la décision légale aux organes de presse. D'accord. Vous comprenez? Donc si un journal, par exemple, fait une grande, c'est qu'il est déclassé. La preuve, la dernière fois, on a sorti une décision où de 124 organes en 2014, en 2024, on est retrouvé à 44 organes de presse en 2024. Okay. Vous voyez? C'est ça qui s'est passé. Il y a beaucoup de jasés, ils ont dit non, c'est pas possible, on dépôt, machin, tout ça. Mais dans les faits, c'est faux. Donc, on a apprécié les gens sur 100%. On a retenu un seuil de 10% seulement. C'est ça qui a donné. 10%. 10%. Et c'est ça qui a donné le cas. Voilà. Voilà. Si on doit monter à 20%, 30%, 40%, même à 100%, c'est qu'on n'aura que 2 organes de presse. C'est comme ça, la HAC. Et c'est ça le rôle que nous jouons dedans. Pour que les nôtres ne soient pas sanctionnés. Pour que les nôtres ne soient pas victimes. Si on doit appliquer 100% de parution, mais les organes qui ont respecté les 100%, qui ont fait ce truc-là, c'est 2 ou 3. Donc on risque d'avoir 3 quotidiens. Un hebdo. Un mensuel. Point bas. Point bas. Ça ferait du bien ou bien des gars? Si on arrivait à avoir ces statistiques-là, comment on fait? Non, je crois que dans un pays démocratique, on ne peut pas. Oui, c'est pourquoi nous, vous avez compris qu'on a un peu de souplesse. Voilà, donc on s'est battu pour aller jusqu'à 10%. Mais c'est 10% qui ont donné ça. Mais on peut pas aller en deçà. C'est ça. Parce qu'après tout,
nous qui sommes de la corporation, qui avons mené cette bataille-là pour qu'on aille à ça. Mais il y a les autres de l'institution, les politiques qui sont là, les avocats qui sont là pour dire, quand même, on parlait en deçà de 10 quand même. Mais maintenant, c'est quoi? Les promoteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les recycler? Non, maintenant, à partir de maintenant, on leur a demandé de faire le dépôt légal comme cela se doit. D'accord. Pour que à la session de septembre qui commence en septembre prochain, on puisse sortir une nouvelle liste. D'accord. Pour voir si le respect est de mise. D'accord. Voilà. Vous connaissez très bien, vous êtes promoteur d'organes. Oui. Vous avez longtemps exercé dans le métier, mais vous n'avez pas oublié effectivement que nous sommes dans une situation où il est difficile pour les organes de presse de vivre. Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui, c'est vrai. Créer un journal, c'est pas une mission titanex. Oui. Mais porter un journal, produire et durer dans le temps, c'est de l'argent. Absolument. Mais 30 ans que nous célébrons, mais on célèbre ça effectivement sans grand moyen, d'autant plus que le financement de la presse privée est bloqué. Les professionnels attendent aujourd'hui. Qu'est-ce que la RAC fait là-dessus? Parce que le président de l'institution fait la promesse, formule la promesse, mais jusque-là, la fumée blanche n'est pas encore sortie. Il faut remarquer que depuis 30 ans, depuis cette mandature, le seul président, sur les 7 présidents qui sont passés, le seul qui a proclamé à rue et à dia, ex abrupto, et tout le temps, c'est le président Loko. Parce que lui, il est de la corporation. Oui, tout à fait. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la différence entre les professionnels qui prennent la tête et ceux qui ne sont pas professionnels. D'accord. Qu'on ne diabolise pas. Mais c'est différent. Le premier discours qu'il a prononcé, c'est l'aide d'État à la presse. Quel président a fait ça? Personne. Mouti n'a pas fait. Nathan n'a pas fait. Adrien n'a pas fait. Les autres n'ont pas fait. C'est lui qui a proclamé parce que venant du monde des médias, il sait que ça c'est fondamental. Pour avoir été aussi ancien président du patron de la presse, il sait que les patrons de presse ont besoin de ressources pour vivre. C'est pourquoi il a fait le plaidoyer. On l'a fait avec lui. Et ça suit son cours. Vous avez entendu que cette année, il n'y aura pas les directs aux médias, mais la maison des médias, notre maison, sera réhabilitée complètement. Ça, c'est acté déjà. C'est acté. Oui. Deuxième chose, c'est les formations. Les formations pour renforcer les capacités des professionnels. Ça là, c'est déjà l'aide, une partie de l'aide qui est déjà consacrée, qui est déjà acceptée, et ça sera déployé. L'année prochaine, on va se battre pour les autres éléments. Un journal, un organe de presse en général, c'est aussi la publicité. C'est pourquoi on est en train de mettre aujourd'hui sur pied le bureau de vente de la publicité, BVP, qui va jouer le rôle de régulation pour la publicité. Pour que un seul organe ne se concentre pas toutes les publicités ou les annonces qui existent. D'accord. Donc on va avoir la possibilité d'aller à ce niveau-là. Okay. Aujourd'hui, c'est les contrats médias qui n'existent plus, ça c'est vrai. Oui. Mais certains ont des contrats médias. Aujourd'hui, les palais continuent de faire des contrats médias. L'Assemblée nationale en fait. D'autres structures en font aussi. Certaines mairies en font. Il s'agit d'être dynamique pour aller chercher cela. Je crois que c'est ça. C'est vrai qu'au niveau des ministères, au niveau des directions générales et autres là, c'est pas encore de mise. Mais vous savez, c'est la politique d'un gouvernement qui est en cours. Et ça, on ne peut pas fondamentalement, on ne peut que plaider. Mais le plaidoyer qu'on doit faire, d'accord, au niveau de l'institution qui est la RAC, ça ne peut être que entre institutions. Mais le plaidoyer syndical, revendicatif ou revendicatif, ne peut être fait que par les associations fêtières. La RAC vocation à faire un plaidoyer auprès du gouvernement. Non, là on peut négocier. Mais c'est les associations de développement. On ne peut pas protester. Effectivement, ça va de soi. C'est ça. Non, ça va de soi. Oui. Ça va de soi. C'est aux associations de protester. Voilà. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, le CNPA, l'UPMB doit protester, doit lever le bouclier pour dire écoutez, il faut mettre un truc là. Mais ça ne bouge pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup de dogmatisme, il y a beaucoup de silence. C'est la peur. Il y a beaucoup d'inaction. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais on a été là, mais bon, nous, on a fait autrement. Bon, chacun a son management. Parce que, mais le silence ne nous aide pas. C'est ça. C'est parce qu'en appuyant de l'autre côté que nous on déclenche. On est plus fort. J'ai toujours dit que le désamour entre les associations fêtières et la RAC ne doit pas être de mise. C'est ça que nous sommes en train de faire. Pour que lorsque, eh bien, le
nous demander des choses au niveau de la HAC et bien que l'association nous accompagne. On n'a pas encore ça, mais je crois que ça va venir parce que les associations sont déjà venues en termes de leur mandat et ils sont en train de se préparer pour changer les hommes. D'accord. Oui. On va ouvrir le standard à nos auditeurs qui vont donc prendre la parole, bien entendu, pour poser des questions. Je voudrais donc rappeler très très rapidement que nous recevons sur ce plateau Monsieur Basile Chibozo. Il est journaliste bilingue, communicateur, consultant, enseignant et conseiller à la HAC 7e mandature. Il est le 2e rapporteur de l'institution. Vous pouvez donc intervenir en composant les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp 50 52 52 73. Bonjour, intervenant en ligne. Vous me recevez, M. Naoum? Oui, je vous reçois. Paul Sodaton depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou, notre Alain Foucault. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Je salue ton invité. Oui. Pour tout ce que je viens d'entendre, si l'État central n'aide pas du tout la presse privée, nous ne pouvons pas avoir des informations et des vraies informations. Parce que les journalistes à la quête des informations, il leur faut des moyens. Et si l'État ne leur vient pas au secours, et surtout les impôts qui frappent les maisons de presse privées et l'électricité et tout ce que nous savons, et si l'État central ne leur vient pas en aide, je ne vois pas comment ils peuvent nous envoyer des vraies informations. Ce ne serait que du folklore. Et ce n'est pas bien. Donc c'est tout ce que je viens demander ce matin. Et aussi, notre monsieur qui est à la tête de la HAC aujourd'hui, ce problème de Golf FM, ils n'ont qu'à, c'est comme ils sont en section vis-à-vis de ce problème-là, donc ils n'ont qu'à, pour que des bons résultats puissent sortir. D'accord. Merci. Ces journalistes-là sont au chômage, comme on le dit chez nous, Mickey Klein, les concitoyens européens. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, Sébastien, je suis derrière son grand frère Paul Sodaton. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, les deux chers journalistes qui sont sur le plateau. Merci. Je vous considère. Merci. Monsieur Chibozo, et je crois que les prérogatives de la HAC, surtout dans l'article 24 et 142 et 143 de la Constitution du 11 décembre 1990, qui stipule que la HAC garantit et assure la liberté et la protection de la presse, ainsi de suite. Vous connaissez bien l'article qui est là. Est-ce que la HAC opine joue véritablement son rôle? C'est ma première question. Parce qu'on dit elle assure et garantit la liberté et la protection des médias. Et sous quel régime la HAC a pu servir les organes de presse, c'est-à-dire télévision, radio et presse écrite? 2. Quel peut être l'intérêt d'une mesure compensatoire? Et 3. M. Basile Chibozo, Edouard Loko, vous êtes à la HAC aujourd'hui, et quand on parle de vous au Bénin aujourd'hui, on parle des journalistes au Bénin aujourd'hui, vous êtes des noms. Je vous en prie, je vous supplie, si vous pouvez faire, il y a quelqu'un à supplier, ou bien il y a quelque chose à faire pour que la réouverture du groupe, qui fait la Gazette du Coop, soit en votre temps, pour que demain, on ne vous pose pas des questions et vous allez baisser la tête. Parce que nous avons vu des rapaces à Dame Tessiboni, Théophile Matar. Nous sommes là, l'histoire c'est le récit des événements passés. Et pour finir, l'aide à la presse en général, et surtout à la presse privée, nous sommes où aujourd'hui? Parce que les presses ne peuvent pas vivre sans l'aide, sinon vous allez constater tout ce que vous, les dérives que vous constatez. Parce qu'il y a des employés dans ces organes de presse, et quand on ferme, ils sont tous à la maison. Parce qu'ils travaillent mal, peut-être, vous avez fermé. Est-ce que ce n'est pas bien de les sanctionner que de fermer? Parce que le groupe de presse, la Gazette de Coop, pourquoi ne pas fermer la télévision? Et c'est tout le groupe qu'on a suspendu.
Sébastien Nyokoti, je vous en prie, faites quelque chose pour que la presse béninoise soit un peu plus libre en votre temps. D'accord. Merci. Nous allons poursuivre certainement avec un autre qui est au bout du fil. Quelqu'un est là, bonjour. Bonjour monsieur, non, madame là. Oui, votre nom. Ici c'est Samour en Clément depuis Vendée. D'accord, nous vous écoutons. Merci. La RAC, 30 ans d'existence. Merci beaucoup. Bon anniversaire à l'institution. D'accord. Moi, je veux parler du décodeur TNT. On nous avait promis dans ce pays qu'on aura le décodeur TNT à Villepin. Actuellement, sur le marché, il n'y en a même pas. La RAC, qu'est-ce qui s'occupe de ça? C'est la RAC ou bien c'est le ministère de la Communication? Merci à vous, monsieur Honoré Bédard. D'accord, merci. À vous aussi pour votre appel. Vous aurez la réponse, certainement, au cours de cette émission. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Yamini Koumayon. Non. Bonjour à votre invité. Oui, il vous écoute. Bonjour, monsieur Koumayon. Moi, j'ai quelques questions pour vous. Allez-y. Je dis, dans la perspective de la RAC, est-ce que les activistes et grogneurs sont protégés? Qu'en dites-vous des publicités de la pharmacopée via les faux médicaments sur les radios? Est-ce qu'il est normal qu'un journaliste fait une mise en boîte et va remettre ça à celui qu'on a dénoncé pour avoir de l'argent pour arrondir son salaire? Il va couvrir un événement et attend le pervième. Est-ce que c'est digne de son métier? Est-ce qu'il est digne de son métier? Est-ce que c'est normal? Est-ce que là, il est en train de protéger même sa sécurité? Parce que je vois des gens qui vont attendre jusqu'à manger même sur ces lieux d'événements. Voir. Est-ce que comme ça, on ne va pas les empoisonner, on ne va pas leur faire du mal? Au lieu de se protéger, ils vont s'exposer au danger en mangeant en public, en buvant en public. Et ça leur amène des maladies après. C'est pourquoi il y a des journalistes qui meurent en cascade aujourd'hui. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Avant d'entendre la mort d'un journaliste, il faut attendre des années. Mais aujourd'hui, 3 mois après, quelqu'un meurt. Puis 6 mois après, quelqu'un meurt. Est-ce que c'est normal? Il y a quelqu'un d'autre au bout du fil pour l'instant, non. Nous allons donc... Quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, Ongan Eloi, c'est ça? Oui, je suis Ongan Eloi. Ok. Le sécu de Fifonsi. D'accord. Je salue votre invité. Invité, bonjour. Bonjour, il vous écoute. Il vous écoute, oui. Moi, je suis arrivé personnellement pour la situation du groupe de presse La Gazette du Golfe. Okay. Je voulais que vous mettiez un peu de l'eau dans votre vin, là, comme disait tout à l'heure Chaud Daton, pour que le groupe de presse La Gazette les portes soient rouvertes. C'est ma seule préoccupation ce dimanche matin. Je vous remercie. Merci. Et à très très vite. Excellente journée à vous, monsieur Ongan Eloi, pour votre intervention. Si on a un autre intervenant, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, c'est Kakou Georges depuis Baou. D'accord, nous vous écoutons.
Oui. Moi, je veux savoir exactement. Les journaux disent que Sosupé est ramené à Cotonou. Et dans le même temps, je vois encore le même Sosupé qui est arrêté. On dit qu'il n'est pas encore à Cotonou. Je veux savoir où se trouve la vérité. Et je plaide aussi vraiment pour que la Gazette Golf là, on nous dise ce qu'ils ont fait de mauvais, s'ils méritent cette sanction depuis. Merci beaucoup, monsieur Thibodeau. Merci. Et bonne journée. D'accord. Ouais. Bonne journée à vous. Je crois que quelqu'un est encore là. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Eugène Ewaignon. D'accord. Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir amené M. Basile Thibodeau. D'accord. Et le remercier en fait pour son travail fait il y a quelques mois là dans presque tous les coins. Parce que là c'était son projet de campagne. Alors, je voudrais leur souhaiter bon anniversaire. Et en fait que ce n'est pas eux-mêmes personnellement la RAC qui méritent les 60 ans. C'est depuis l'ère de la conférence. Voilà. Bien. Et moi, mes doléances seront aussi claires. Je voudrais qu'ils plaident le cas de Goff. Et c'est encore que dernièrement, l'un des membres, le secrétaire, M. Aoubo, est passé pour dire que bon, l'affaire est déjà en voie de... Mais écoutez, de mesures conservatoires, l'affaire est déjà... Qu'on ait le courage de dire, vous là, vous ne méritez plus de remettre. Et puis, chacun va se chercher. Moi, c'est ce que je veux. J'aime la franchise, j'aime même direct. D'accord. Ça, c'est un. On ne va pas faire perdre du temps à des personnes. Bien. Je vais même plutôt ne pas perdre mon temps dans ça. Je voudrais titiller le président. Moi, je n'ai pas encore compris quelqu'un que j'ai toujours admiré lorsqu'il était, d'accord, propriétaire. Et puis, il était à la présidence, chargé de mission, et puis devenu président. Donc, il connaît réellement la maison. Donc, il y a trop... Vous allez me dire maintenant que oui, c'est les lois, c'est si. Il y a trop de fermeture de médias. Donc finalement, on s'achemine où? Au musellement de la presse ou bien, bon... Est-ce que vous avez suivi l'émission depuis le début? Notre invité a bien dit que la RAC actuelle n'a pas encore fermé un organe. Il y a eu suspension et même réouverture. Tout à fait, non. Je vous remercie. Oui. Mais, monsieur Naou, il faut voir la chose de loin. On a fermé des personnes, d'accord, pour nos règlements, d'accord, mais ça tarde. Lorsque je vois des courriers, où ils appellent ça courrier, en fait, moi je vais parler mon français rapide là, pour ne pas vous perdre là, mais courrier de supplication. Ça a un autre nom, il y a un autre nom en fait. Donc, mais, écoutez, le président Fadil Salon, lorsqu'il venait, il dit laissez la presse, mais chacun répondra de ses actions ou de ses actes. Mais vous faites attention, et si nous aurons que l'organe titille, je dis bien titille, le gouvernement, et puis ça y est, il a déjà le radar de la coupure. D'accord. Le président Tessi Temi, ou comment, excusez-moi, le nom, Adam Tessi, président de la RAC antérieure, il a dit quelque chose qui est poignant. Allez le réécouter. Il dit, nous avons pris des décisions dont on était obligé de prendre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en fait libres. Ça vient d'en haut. D'accord. Ils doivent faire ça. Sinon, bon, moi on peut être journaliste. Ok. Moi, ça me fait mal que en 72, la manière dont mon père a tenu tête, je dis en 72, il a tenu tête à Martin Tourou à Zoran. Ça ne peut plus être possible aujourd'hui. D'accord. On a compris. D'accord. Merci. Bonne journée dominicale. On a compris. Voilà.
On revient donc au plateau pour commencer à répondre aux intervenants. Donc il y a Paul Chaudaton qui a insisté bien entendu sur l'aide à la presse privée. Je crois que vous en avez parlé. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose à propos. Non, je crois que c'est en cours. C'est en cours. Nous avons eu déjà l'aide pour la réputation de la main des médias, l'aide à la formation et des mises. Je crois que l'aide directe aux organes, ce sera l'année prochaine. Je crois que c'est ça. Oui. Ok. Il a parlé de l'impôt, l'imposition aux organes de presse et autres. Est-ce que le gouvernement ne peut pas aider dans ce sens-là? Je crois que ceci relève des plaidoyers que les associations doivent faire au niveau du ministère des Finances pour demander à ce que, on puisse revoir un peu, parce que les dispositions même de l'article 40 du Code de la communication sont claires dessus. L'État confère des allègements fiscaux aux organes de presse. Donc, au nom de ça, on peut penser ça pour faire un plaidoyer. D'accord. Ce qui n'est pas encore de mise, mais je crois que parallèlement, dans les négociations, dans les discussions, nous aussi, on le faisons parce que nous venons de ce milieu-là. D'accord. Parce que la fiscalisation, elle est lourde, elle est sans mesure, elle n'a pas de particularité en ce qui concerne les organes de presse, ce qui ne doit pas être le cas. Je crois qu'on doit se battre pour que ceci soit de mise. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il y a aussi le dossier concernant, bien entendu, la Gazette du Golfe. Et ça, vous allez donc répondre globalement à ça, parce que beaucoup de gens en ont parlé encore. Donc, sur la réouverture, du groupe de presse La Gazette. Je comprends que la plupart des intervenants sont revenus dessus. Oui. Non, je crois que c'est logique et c'est normal que, une radio, une chaîne qui a autant d'auditeurs, une chaîne qui a autant de vie, d'existence, déjà plus de 30 ans déjà, l'un des tout premiers organes, depuis Mathieu Kérékou, connaît ce sort-là. Mais, comme je l'ai dit, je l'ai toujours répété, nous, fondamentalement, on n'a pas vocation même à ce qu'on ferme un organe. Non. Oui. On n'a pas vocation à ce qu'on ferme un organe. Nous allons faire le maximum par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas fermer d'organe. Nous allons peut-être suspendre, mais ouvrir tout de suite. Mais ce qui se passe par rapport à Golf FM, c'est beaucoup plus au niveau de la 6e mandature. C'est pas un dossier que nous avons nous-mêmes acté, parce que pour nous, il s'agit de tout faire pour qu'on ne ferme aucun organe de presse. Et ça, on met l'accent sur la discussion, la négociation, etc., pour que ça n'arrive pas. D'accord. Donc, c'est ça. Ok. Donc, je crois, je rebondis sur une question de Sébastien Yonrosso qui demandait la durée d'une mesure conservatoire chez vous. Quand on prend une mesure conservatoire, est-ce que c'est en termes de durée ou bien... La mesure conservatoire, c'est jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Ça peut être court, ça peut être long. Ok. Mais ce qui est sûr, ça doit être levé. D'accord. Mais l'autre philosophie qui sous-tend, disons, le milieu conservatoire, c'est la possibilité que ça ne dure pas longtemps. Ok. C'est pourquoi c'est préoccupant, le cas du Golfe, parce qu'il doit avoir certainement des données qui échappent un peu à un certain nombre de choses. D'accord. On ne peut pas rentrer dans les détails, D'accord. parce que la vérité est beaucoup plus forte que ça. Maintenant, la mesure conservatoire est prise pour arrêter les dérives qu'on observe sur une radio, une télévision, un média, tout de suite. Et ça peut intervenir à tout moment. À tout moment. Imaginez que sur une radio, on appelle la population à affronter, à s'affronter, que les peuples s'affrontent, que les fonds s'attaquent, tout là. Une radio qui fait ça est immédiatement arrêtée. Immédiatement, avec l'aide du procureur, on arrête tout de suite, la mesure conservatoire. Okay. Et ils sont 12 heures après, les conseillers tablent pour voir son cas. Ça s'est déjà passé plusieurs fois. On a pris la mesure conservatoire et on a réhabilité encore les chaînes. Imaginez, souvenez-vous de la TVC. Il y avait une émission scandaleuse qui est passée. On a pris la mesure conservatoire. On a reçu en audience publique les animateurs de l'émission. Ça a été suspendu pour un temps et ça a été rouvert. Il faut que nos amis observent un peu plus avec les yeux, non pas de la passion mais de la raison, les faits au niveau des décisions de la HAC. D'accord. Sébastien Yonrosso qui parle de liberté de presse. Est-ce que la HAC vraiment protège la liberté de presse? Moi, je voudrais qu'on me donne un seul exemple où la HAC n'a pas protégé la liberté de la presse. En vérité, quand on parle de liberté de presse, il ne s'agit pas de protéger les non-journalistes. De protéger les journalistes voyous.
2. De trouver des journalistes arnaqueurs. 3. De trouver des journalistes qui sont des faux journalistes qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas la carte de presse, qui n'existent nulle part, qui travaillent nulle part, et qui sont des journalistes, qui commettent des impairs, et qu'on arrête, et on dit oui, bon, on les a arrêtés parce qu'ils sont des journalistes. C'est faux. Ça, c'est une sorte de pour être considéré comme journaliste au Bénin, il faut détenir la carte de presse. Si vous avez la carte de presse, je crois que les associations, la RAF, vont se battre pour que vous n'ayez pas de problème. Parce que en vérité, le délit de presse ne peut pas être un délit qui soit constitutif d'aller en prison. Voyez-vous ? Oui. Oui, on peut atteindre à l'honneur, à la dignité. C'est vrai que c'est fort, mais il n'a pas tué. Il n'a pas commis un crime de sang pour qu'on le garde en prison. C'est pourquoi les peines de privation de liberté ont été évacuées par la loi 2015 sur le code de la communication. Mais il faut prouver qu'on est journaliste. C'est ça. Et non un philo. Ou un activiste. Parce que justement, les activistes ne sont pas des journalistes. L'activiste du web n'est pas un journaliste. Si l'activiste du web activiste, les influenceurs, etc., la jeunesse citoyenne, tous ces thèmes-là. Mais un journaliste peut être aussi activiste. Un journaliste peut être activiste, là, s'il fait des allégations tendancieuses par rapport à son activisme, on le prend en tant qu'activiste et non en tant que journaliste. Et on le sanctionne. En tant qu'activiste. Oui, en tant qu'activiste. Et non en tant que journaliste. Et il peut se retrouver en prison. Ah oui, ça c'est vite fait, parce que le code, la disposition légale qui s'applique à lui n'est plus celle qui le protège. Okay. Parce qu'il sort de la protection de lui-même. Il a sorti de la protection. Il a décidé d'être un activiste et non un journaliste. Okay. Et puis je ne pense pas qu'un activiste soit un journaliste. C'est pas très bien. C'est ça. Oui. Il faut faire ça fait un mélange du genre. Okay. Soit on est journaliste ou on est activiste, et non les deux. D'accord. Il y a Saboran Clément qui a parlé de décodeur TNT à vil prix, mais le produit n'est même plus disponible sur le terrain. Ça, c'est une question très pertinente. C'est vrai que nous sommes venus voir le dossier. C'est vrai que la TNT, c'est la télévision numérique terrestre, qui inclut un système qu'on appelle le multiplexage, où les chaînes sont positionnées sur le multiplexage. Pour y avoir accès, il faut avoir le décodeur. C'est vrai que le décodeur n'existe pas. Ça fait partie de la lacunes que nous sommes venus constater, mais nous sommes en train de voir les choses. La dernière fois, on a pris une décision dans ce sens-là, où on a dit qu'il faut changer les fournisseurs pour que les décodeurs soient plus disponibles et que, soient plus fonctionnels. Disponibles, mais fonctionnels aussi. C'est ça. Et accessibles à tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans les mairies, il y en a un entre même plus, ce qui est une antinomie bizarre. Une sorte d'antinomie commerciale, on ne peut pas mettre dans les mairies, ça n'a pas de sens. Donc on a dit désormais, il faut que ça soit bien en option de marketing, pour que les gens puissent avoir accès. D'accord. Puisque la TNT existe, et puis bon, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est ainsi. Mais on travaille déjà à ce niveau-là. D'accord, il dit ça. Liamidi Koumayon, lui, il dit, il parle de la protection des activistes et grogneurs. La RAC peut faire quelque chose? Un grogneur qui dérive, je crois que c'est pas la HAC ne peut pas le toucher. La HAC touche la radio. Okay. La HAC n'a pas affaire à celui qui vient sur un organe de presse et fait des affirmations tendancieuses. La HAC a affaire à l'organe. C'est la personne. L'organe est plus sanctionné. La HAC s'occupe de l'organe. Mais la déclaration qui est faite touche des tiers qui, eux, peuvent saisir aussi bien la HAC que le procureur, pour se rendre justice. L'idéal ici, M. Koumayon, c'est de tout faire pour ne pas être dans le cas d'une diffamation. On peut dénoncer de façon rationnelle, de façon logique, mais sans porter atteinte aux tiers. Voilà. C'est ça. Voilà, donc Monsieur Koumayon, il a parlé aussi de publicité pharmacopée. Vous avez donc sorti des décisions pour interdire ça et autres. Donc non, ça là c'est fondamental. C'est fondamental parce que vous savez, ça relève de la santé publique. Okay. On ne peut pas permettre que parfois des charlatans viennent faire des contrats avec des radios et mettre sur les ondes. Contrat juteux. Contrat juteux, ah bon, c'est vous qui le dites. Oui. Et mettre sur les ondes. Parce qu'il y a beaucoup d'organes de presse qui vivent de ça. Vous ne pouvez pas refuser ça aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, je peux vous dire que dans la convention signée par la HAC et les radios, les dispositions interdisent la pharmacopée.
que c'est une violation de la convention que eux, les radios font. On comprend qu'il y a des problèmes. Oui, il y a des promoteurs qui disent, bon, sans ça, on ne peut même pas fonctionner, on ne peut pas acheter carburant, on ne peut pas acheter quoi, on ne peut même pas payer les salaires, mais vous interdisez ça. Ça, c'est vrai. Parce que vous avez signé que vous n'avez pas fait ça. Donc, on vous rappelle que vous avez signé que vous n'avez pas fait ça. Ça, c'est un. Deuxième chose, pour des raisons de subsistance de votre organe de presse, vous n'avez pas tué la population. D'accord. En prenant dans vos antennes, sur vos antennes, dans vos studios, des gens qui guérissent tout. Hein, ils guérissent un seul médicament qui guérit, comme l'a dit le président, l'hypotension et l'hypertension en même temps. Etc., etc. Donc il y a un problème. Hein? Des pasteurs qui viennent pour prêcher la guérison. Non, on prêche la rédemption. Et non la guérison. On dit, mettez votre main sur la télé, on va prier pour vous. Allez, des gens qui demandent à ce qu'on paye les chaises, tout ça. Bref, oui. Oui. Donc, il y a plein de choses comme ça, où tout là, vous avez les dégâts que les gens causent au niveau des femmes. En ce qui concerne la gynécologie, on dit, oh non, mais écoutez, quand vous prenez ce médicament-là, vous aurez d'enfants. Oh, mais écoutez, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, il n'y a rien du tout. Moi, je suis né avec, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Quand vous venez chez moi, il n'y a rien à faire, vous allez avoir l'enfant. Autant de charlatanisme, de bizarreries qui portent atteinte à la santé publique de la population. C'est ça qu'il faut arrêter. D'accord. Ça. Et non, les médicaments, les bons médicaments, on connaît. C'est en pharmacie. C'est en pharmacie. Oui. C'est en pharmacie sur prescription d'un médecin. D'un médecin. C'est ça. Ouais, certains disent que oui, que c'est validé par l'agence ABSS, je crois. Non, c'est pas évident. Entre ce qui est validé, ce qui est présenté, est-ce qu'on sait? C'est pas un étiquetage qui l'a mis. C'est ça. Etc. Donc je crois que c'est. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. D'accord. Il a parlé des journalistes qui font des entretiens, qui font des interviews et qui vont faire écouter à d'autres pour pouvoir arrondir leur fin de mois. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Bon, peut-être que ça existe. Je crois que c'est un fait qui existe aussi, malheureusement. Mais je crois que ça fait partie des déviances de la corporation. Et comme je l'ai dit, je parle de dignité. C'est ça. Je parle de dignité, je parle d'honneur, je parle d'éthique de la corporation. Je crois que M. Kouignon a vu juste. Mais je profite pour dire aux autres des médias, ceux qui sont dans ce style-là, qui dansent ce tango-là, d'arrêter. D'accord. Oui. Per diem, collation et autres, il faut manger avant de partir, à part le reportage et tout. Mais on finit donc le colloque. Et bon, les participants mangent. Est-ce qu'on doit interdire aux journalistes aussi de manger? Donc, le journaliste qui vient sur un événement est invité en tant que journaliste. C'est ça. Il est venu pour chercher l'information et non devenir un invité. Il ne doit pas on n'est pas dignité, toucher la collation et rester jusqu'à déjeuner, faire toutes les pauses. Pause café, pause déjeuner, pause dîner, machin, tout ça, matraquer devant, courir derrière une cigarette pour chercher les PDM, ce sont les comportements honteux qu'on doit arrêter. D'accord. C'est archi honteux et je crois que c'est pas une bonne chose. Moi, à travers ma petite personne, je voudrais demander à tous ces gars-là qui font ça d'arrêter ça. Parce que ça ne ressemble pas. Est-ce qu'ils ont même la carte de presse? Aucun médecin ne court derrière ça. Aucun architecte. Vous n'allez pas voir un architecte, un médecin ou un diplomate ou un agronome en train de faire ça, alors que vous êtes un métier. Et je rappelle pour dire que la plupart de ceux-là, ce sont des gens qui sont des poissons rouges de la corporation. Des racoleurs, c'est ça? C'est des racoleurs. Décès de journalistes en cascade. On en a quand même connu un peu cette période. On dirait que quelque chose se passe là. Est-ce une damnation? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. En tout cas, alors. Si c'est une damnation, que Dieu ait pitié de nous. Et que la non-écologie puisse s'arrêter. Parce que ça devient récurrent. Mais il a soulevé un problème fondamental. Il dit, vous attaquez les gens par les tiers, vous faites des vidéos, des reportages, vous allez remettre, mais c'est vous qui vous exposez en allant manger ici et là. C'est un schéma, c'est une figure qu'il a prise, mais qui n'est pas faux. Parce que lorsque vous êtes... Vous savez, il y a des gens qui, fondamentalement, peuvent saisir la hack, saisir la justice. Mais certains saisissent autre chose pour vous nuire. C'est ça. Et vous ne savez pas exactement ce que les gens peuvent faire comme vous quand vous attaquez dans leur dignité, dans leur existence, dans leur honneur. Ils vont s'asseoir au couvent, c'est ça? Je n'en sais rien, mais on est en Afrique. Donc ça peut arriver. Donc faisons attention, tout simplement. Ok. Voilà.
Il y a Capo Georges qui parle, bien entendu, d'arrestation de Hugues Sosoupé. S'il est à Cotonou, il n'est pas à Cotonou. Lui, il veut chercher à savoir. Vous avez d'informations? Non, je n'ai aucune information. C'est que concerne Hugues Sosoupé. Je crois que de toute façon, je crois que s'il a été arrêté, certainement qu'il y a des motifs de son arrestation. Et je crois que s'il y a des motifs, il doit pouvoir peut-être répondre. Je crois. D'accord. Ouais. Le dernier intervenant, c'est Eugène Yoagnon qui parlait donc de la Gazette du Golfe. Je crois que vous en avez suffisamment parlé déjà. Oui. Je vais aller rapidement sur la page WhatsApp pour voir s'il y a quelques questions. Il dit bonjour le plateau. Ça, c'est Jean-Pierre Merelose. Il dit merci pour le professionnalisme de l'invité dans l'audiovisuel. Que pensez-vous de la réouverture de Golfe? Vous en avez parlé également. Ne pouvez-vous pas instaurer un article pour interdire la suspension ou la fermeture des organes plutôt que de sanctionner ou de donner une amende aux fautifs? Non, mais ce qui est prévu par la loi, c'est ça qu'on applique. Il n'y a pas d'amende quand on veut suspendre un organe de presse parce que l'organe n'a pas respecté les normes et puis il est suspendu. Mais c'est la suspension et non jamais l'exclusion. C'est ça. Et non jamais la fermeture. C'est différent. Parce que toute suspension est levée après. Et ça, c'est ce qu'on a fait depuis. Puis tu veux que nous, on a suspendu et puis on a levé. C'est ça. Voilà. D'accord. À notre actif, il n'y a plus rien qu'on nous reproche. Alors, il dit, si l'organe est fermé, que pensez-vous faire des ressources humaines, de l'investissement du promoteur? Non, je crois que le souhait, c'est qu'on puisse œuvrer à ce que l'organe soit réouvert. Okay. Parce que fondamentalement, c'est un contrat à titre privé entre le promoteur et ses collaborateurs. C'est vrai que le promoteur peut arguer de ce que je suis fermé, par conséquent, le contrat doit être mis sous boisseau. C'est vrai. Mais c'est pourquoi j'ai apprécié, par exemple, deux exemples, rapidement. J'ai apprécié la démarche de M. Soumanou, qui, pendant longtemps, a payé quand même les salaires, jusqu'à ce que, il a déclaré être essoufflé. Même chose pour M. Sébastien Diavo, qui aussi a eu le temps de payer pour au moins 2 à 3 ans après les trucs avant de marier à ce que, on puisse arrêter. Je crois que c'est des démarches, disons, sociales que moi j'apprécie. Okay. Par contre, certains, quand c'est fermé, c'est fermé. D'ailleurs, ils ne payent rien du tout. Et bien quand c'est fermé, ils peuvent de ça pour liquider tout le monde. C'est ça. Voilà. Il y a Binanzon Galmer qui parle, qui demande est-ce que vous ne pouvez pas faire un plaidoyer pour la vie des journalistes qui sont donc dans la précarité absolue, avec des morts dans la presse? Non, je crois que c'est vrai, c'est triste, c'est une triste réalité, mais vous savez, un journaliste appartient à un organe. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que c'est au niveau du respect de la convention collective. La convention collective, c'est ce qui est requis en termes de salaire à payer aux organes, aux journalistes exerçant dans les organes privés. La convention, la dernière de 2018, et stipule que quand vous avez la maîtrise, vous avez le master, vous avez la licence, vous avez le bac, vous devez payer à tel montant. Mais au niveau des organes, ce n'est pas le cas qu'on observe. Vous comprenez que c'est un contrat de droit privé qui lie le promoteur et le journaliste. C'est ça. Qui malheureusement n'est pas payé comme cela se doit. Est-ce que lui-même, est-ce qu'il travaille bien? Pour l'intégration. Est-ce qu'il mérite son salaire? Pour l'intégration. Est-ce que les difficultés rencontrées par l'environnement économique des médias aujourd'hui qui fait qu'il y a rareté des ressources ne contribue pas à ça? Oui, absolument. Mais est-ce que pour ça, il ne faut pas un minimum social? Comme l'a dit l'autre, personnel. Je crois que c'est ce minimum social qui n'existe pas. Et j'invite un peu tous les organes de presse à pouvoir réfléchir à ça. D'accord, merci beaucoup. Il y a Bernardin Fabi pour finir. Donc, il dit comme la Gazette du Golfe ne s'est pas approchée de vous pour leur problème, est-ce que vous vous êtes approché d'eux ou un courrier vers eux pour trouver ensemble une solution à la réouverture? Moi, je pense quand même que cette démarche-là a été faite.
Mais pour le moment, on attend que la rencontre ait lieu. D'accord, merci. Alors, pour les cadres de presse, pourquoi, malgré les dossiers fournis, les journalistes souffrent pour entrer en possession de la carte parce qu'on en avait entendu parler il y a quelques temps passés. Ça, c'est vrai, bonne question. Mais il y a une relégation systématique du système de la carte de presse maintenant. À travers, ce n'est plus la NIP qui délivre la carte, c'est la HAC qui le fait désormais. À travers ce qu'on appelle le SGAC, le système de gestion autour de la carte de presse, qui est un système développé par les développeurs maison, les techniciens maison, et qui désormais permet d'identifier un requérant qui est nouveau pour un renouvellement ou attribution. Et ça se fait maintenant en ligne. Il y a d'autres cartes qui étaient déjà là. Donc on veut regrouper tout ça pour commencer par faire un travail beaucoup plus scientifique et à partir de là, délivrer les cartes à la lumière de cette nouvelle disposition. Et c'est un peu ça. C'est vrai que ça va durer encore un peu de patience encore. Je demande un peu de patience à cet auditeur-là. Mais franchement, on est déjà presque au bout. D'accord. Oui. Merci. Votre mot de fin. Merci. Cher ami Naoum, et je remercie les auditeurs de Radio Cotonou pour les échanges. Je remercie tous ceux qui m'ont posé les questions. D'accord. Je voudrais dire que la HAC doit, à travers ma personne, et au nom du président locaux, a pour vocation la 7e mandature de ne jamais faillir en ce qui concerne le respect des normes et des libertés. D'accord. La HAC va se battre pour que aussi bien le contenant, c'est-à-dire les organes de presse, et le contenu soient aux normes, pour qu'ensemble on puisse bâtir un peu une corporation digne. D'accord. L'appel que j'ai lancé, c'est l'appel à la quiétude, à la sérénité en ce qui concerne la perception que certains ont par rapport au fait que, cette mandature, elle est due. Non. Elle hache, mais la hache de la HAC est mieux que la hache du procureur qui envoie en prison. La hache de la HAC libère après. Pédagogise et libère, mais la hache du procureur et du juge amène en prison. Dans l'œuvre pour que notre HAC soit la hache qui protège la liberté, qui discipline et qui remet l'église au centre du village. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Basile Thibozo, vous êtes journaliste bilingue, communicateur, consultant enseignant et conseiller à la HAC 7e mandature. Vous êtes le 2e rapporteur de l'institution. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci aussi à vous pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba et à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.